Los Angeles aux États-Unis. La tranquillité d'un après-midi d'été ne va pas résister à une terrible explosion. Un quartier entier est rayé de la carte. Je me suis retournée et j'ai vu ma maison qui brûlait. Toutes les maisons étaient en feu. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Les enquêteurs vont mettre des mois pour comprendre ce qui est arrivé et surtout éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Voici l'histoire du vol Aéromexico 498. Aéroport international de Los Angeles, un des plus grands aéroports du monde. Chaque année, il accueille quelques 40 millions de voyageurs et chaque jour, quelques 1500 avions décollent ou atterrissent sur ces 4 pistes. Nous sommes le 31 août 1986 et ce week-end, les États-Unis célèbrent la fête du travail. Conséquence, le trafic aérien est calme. Une situation idéale pour permettre à un jeune contrôleur comme Walter White de se faire la main. Walter est encore un contrôleur stagiaire. Il accumule les heures de contrôle pour devenir titulaire. Salut Carl, c'est comment aujourd'hui? Calme, calme, calme. C'était un long week-end et il faisait un temps magnifique sur Los Angeles. Très lumineux, on se serait cru dans une carte postale. Petite pause? Une cigarette? Je peux te remplacer? J'étais de service. Walter est venu me demander si je voulais faire une pause pour fumer une cigarette et je lui ai dit d'accord. Le trafic était tranquille, comme un dimanche matin. Et il a écrit quoi là? Ce qui est certain, c'est que n'importe quel contrôleur cherche à se perfectionner. Avec 3 ou 4 mois d'expérience, on est encore un débutant. Los Angeles approche, bonjour. Ce n'était pas l'heure de ma pause, mais Walter tenait à se perfectionner sur mon secteur. C'était pour obtenir sa qualification. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pratiqué à ce poste. ACL 60, avez-vous la piste 2-5 gauche en visuel? Affirmatif, Los Angeles approche. Réduisez votre vitesse à 200, puis descendez et maintenez 6000. 200, descendons et maintenons 6000. Merci. Bonne journée. Au même moment, à Mexico, à 2500 km de là, les passagers du vol 498 embarquent à bord d'un DC-9 de la compagnie nationale. Le docteur Wong et ses fils reviennent d'une mémorable partie de pêche. Jason, je crois qu'on devrait le mettre dans la cuisine. Ils ont attrapé un énorme marlin qui, lui, va faire le voyage en soute pour rejoindre Los Angeles. Le week-end de la fête du travail était le dernier week-end avant la rentrée des classes. Donald a eu envie d'aller pêcher en haute mer au Mexique avec les enfants, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois auparavant. C'était l'occasion de passer un moment privilégié avec ses fils. C'était aussi la première fois qu'il partait sans moi. À l'est de Los Angeles, la petite ville de Cerritos se réveille tranquillement. Dans les années 70, elle fait partie de ces quartiers champignons qui se développent dans la métropole. Mon mari avait été absent toute la semaine et il était rentré pour le week-end. Ce dimanche matin, j'avais décidé qu'on resterait tous à la maison au lieu d'aller à l'église. Je vais acheter de quoi préparer vos petits déjeuners préférés. Xavier, va prendre une douche. Et je suis partie au supermarché. À la maison, il y avait Alex, qui avait 14 ans, et sa sœur jumelle, Angelica. Ils dormaient encore. Il y avait aussi Xavier, mon fils de 16 ans. Et mon mari.
Au moment où Teresa part faire ses courses, le vol 498 d'Aeromexico n'est plus qu'à 30 minutes de Los Angeles. Sur ce tronçon de vol, le commandant Antonio Valdez Prom assure la radio. Et c'est le copilote, José Valencia, qui est aux commandes. Je suis prêt, commandant. Au même moment, aéroport de Torrance, à 22 km au sud de l'aéroport international de Los Angeles. C'est un terrain réservé à l'aviation d'affaires et de tourisme, avec une activité très dense. Pour la seule région de Los Angeles, on compte en effet plus de 6000 pilotes amateurs. Pression et température d'huile correcte. William Kramer a décidé aujourd'hui de profiter du beau temps pour emmener sa fille Caroline et sa femme Kathleen faire un tour dans les airs. Piper 489. Prêt à décoller. Bonjour Piper 4891, ici la tour de Torrance. Piste en service, la 05. Ils veulent aller au lac de Big Bear. Je roule pour la 05. En pleine montagne, à 200 km à l'est. William est un pilote rigoureux. Il est cadre dans une entreprise d'ingénierie et 6 ans auparavant, il s'est offert son premier avion, ce superbe Piper Cherokee. Wing West 5225 de Los Angeles approche. Départ de Seal Beach au cap 320. Autorisé pour approche visuelle, piste 25 gauche. Rappelez installation en vue. Merci. Le jeune Walter est au contrôle des arrivées. Son principal travail consiste à guider les avions et à s'assurer que les distances de sécurité sont bien respectées entre les appareils. American 5-2 autorisé à l'atterrissage, piste 25 gauche. Merci. Arrivant par le sud-est, l'équipage du vol mexicain est sur le point de prendre contact avec le contrôle d'approche. Le Piper Cherokee, lui, vient tout juste de décoller et est en train de prendre sa route pour rejoindre Big Bear. Bien. Dans 1 heure, on sera au lac Big Bear. Ils annoncent une visibilité de 15 nautiques aujourd'hui. Pas mal du tout. Tout en s'éloignant de l'aéroport de Torrance vers le nord-est, William Kramer monte à 9000 pieds, son altitude de croisière. À quelques kilomètres de là, le DC-9 d'Aeromexico est en train d'intégrer le circuit d'approche pour l'aéroport international de Los Angeles. « 2500 mètres plus bas, sur le plancher des vaches, Teresa a fini ses courses et elle prend le chemin du retour pour rejoindre son mari et ses enfants. Eh oui, c'est la fin des vacances. PSA 1765 de Los Angeles approche, à 1 nautique au sud. Le trafic est vraiment calme en ce jour férié et Walter White n'est pas débordé. 5 gauche. Rappelez installation en vue. À 11h47, il établit le premier contact avec le vol d'Aeromexico. Los Angeles approche, bonjour. Ici Aeromexico 498. Aeromexico 498 de Los Angeles approche. Approche finale 5 gauche. Vous avez copié l'information ICO? Los Angeles approche, bonjour. Le vol est entré dans la TMA, la région de contrôle terminal de Los Angeles. Il s'agit d'un espace en forme de cône inversé qui entoure l'aéroport international. C'est un espace aérien contrôlé que l'on trouve autour des aéroports importants ou bien des plateformes aéroportuaires qui ont un trafic suffisamment intense pour en contrôler l'accès. Aeromexico 498. Trafic à 10 heures, à 1 nautique au nord, altitude inconnue. Bien reçu, 498. Aeromexico 498, réduisez votre vitesse à 190, puis descendez et maintenez 6000. Alors que le DC-9 poursuit sa descente vers 6000 pieds, le Piper Cherokee, lui, continue à monter vers les 9000 pieds.
Pourvu qu'on ait le même temps à Big Bear. On devrait bientôt voir l'océan. Chérie, prends la carte et regarde autour de la 405 si tu peux trouver un bon repère visuel, tu veux? Je suis censé voir quoi? Tout en surveillant la trajectoire de l'Aéromexico, l'attention du contrôleur est soudain attirée par l'apparition inattendue sur son écran radar d'un nouvel avion. Los Angeles approche de 66 Romeo, vol en provenance de Fullerton. Altitude de croisière de 4500, demande un suivi radar. Le pilote de cet avion de tourisme, un Grumman Tiger, lui demande de le guider pour traverser la région de contrôle terminal. Au demeurant, c'est tout à fait normal puisque aucun appareil n'a le droit de pénétrer cette région sans autorisation du contrôle. Mais avant que Walter n'ait eu le temps de lui répondre, le vol Aéromexico le rappelle. Quelle vitesse vous conviendrait? Réduisons à 290. Non, pardon, à 190. D'accord, vous pouvez maintenir votre vitesse. Le contrôleur veut diriger le vol vers la piste la plus proche de son point de stationnement. Il y a du changement, ne vous inquiétez pas. Bien reçu, Puis il répond ensuite au pilote du Grumman. Émettez sur 4524 et sortez de la région du contrôle terminal. Le contrôleur demande au pilote de changer de fréquence, mais ce dernier visiblement est un peu perdu. 4, 5, quels étaient les autres chiffres? 4, 5, 2, 4. Grumman 66 Romeo, êtes-vous actuellement à 4500? Négatif, nous sommes à 3400 en montée. Vous êtes en plein milieu de la région de contrôle terminal. Grumman 66 Romeo, je vous conseille à l'avenir de mieux regarder vos cartes. Un avion vient de vous dépasser sur la gauche à 5000 et on croise beaucoup d'avions à 3500. Bien, alors dites-moi ce que je dois faire. L'équipage du vol 498 est en train de préparer son atterrissage. Lorsque, soudain... Phare d'atterrissage, anémomètre, ok, EPR, ok, altimètre, ok. Leur DC-9 est violemment secoué. Aéromexico 498 de Los Angeles approche. Le copilote mexicain se bat avec l'énergie du désespoir, mais l'avion part dans un piqué mortel. Aéromexico 498 de Los Angeles approche. C'est pas possible! J'ai vu une énorme explosion et les couleurs rouges d'un incendie. C'était vraiment une énorme explosion, comme si une bombe avait explosé au sol. Plus personne ne répond aux appels de plus en plus angoissés du contrôleur. Aéromexico 498 de Los Angeles approche. Et l'avion a disparu de son écran radar. J'étais là à discuter avec les deux contrôleurs des départs, comme ça. Quand j'ai entendu Walter dire quelque chose comme... J'en ai perdu un. Aéromexico 498 de Los Angeles approche. Ça nous a tout de suite alertés. On a tous regardé nos écrans radars pendant qu'il continuait à appeler Aéromexico 498. Il les a appelés plusieurs fois sur la radio. Mais où était passé le vol 498? À ce moment-là, on ne savait pas ce qui s'était passé. Walter appelle un autre avion à proximité. American 333. J'aimerais que vous regardiez à 11h. Je viens de perdre le contact avec un DC-9. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose. À 11h, 5 nautiques. À quelle altitude? Il est assigné à 6000. Il vient de disparaître de mon écran radar. American 333. D'accord. Je vois un immense panache de fumée sur le côté gauche de l'appareil, à 11h. J'ai marché dans ma rue pour aller voir ma maison et j'ai vu la tête d'une femme. Son corps avait été découpé en diagonale. Elle était étendue là. Il y avait des débris, des incendies un peu partout.
Je voyais des incendies dans tout le quartier. Par pur hasard, un camion de la caserne locale des pompiers était en train d'effectuer un exercice juste à proximité. Tout à coup, un des pompiers m'a tapé sur l'épaule et m'a dit qu'il y avait une grande colonne de fumée plus loin, sur la gauche. J'ai pris le micro et j'ai donné une adresse approximative. Je signale un foyer important sur la 91 au nord de Carmenita. Ils m'ont répondu, eh bien, on a un rapport qui dit qu'un avion de ligne vient de se crasher. Du coup, j'ai modifié ma première estimation et j'ai demandé 3 fois plus de renforts. Je demande une 3e alerte et 2 avions à l'est de 1, 8, 3 et de Carmenita. Quand on est arrivé sur les lieux du crash, j'ai vu qu'il y avait des corps. Des morceaux de corps, en plus des débris. Et ça compliquait les choses. Délimiter le périmètre. Ohé! Ohé! Est-ce que quelqu'un m'entend? Au centre de contrôle, le jeune Walter White est littéralement sous le choc. Je me souviens que j'ai vu Walter se lever et sortir de la pièce. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'il reste seul. On ne devrait pas le laisser seul. J'aurais pu être assis là, à sa place. Et encore aujourd'hui, je suis incapable de dire si j'aurais agi différemment. Rapidement, les premières équipes de télévision sont sur place. Il y avait beaucoup de flammes devant moi, et c'était ma maison qui brûlait. Frank! Angelica! Xavier! Puis j'ai vu ma voisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ils sont? Dis-moi! Et je lui ai demandé, Rose, où est ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, oh chérie, ils sont chez moi, ils sont à l'intérieur, on te cherchait. Et dans ma tête, je remerciais Dieu qu'ils soient tous sains et saufs. Elle m'a emmenée chez elle et j'ai vu Alex. Alex! Alex! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Angelica? Où est Angelica? Je sais pas. Où est Xavier? Et ton papa? Je sais pas, maman, désolé. Et il s'est mis à pleurer en disant, maman, je suis désolée, je suis le seul à être vivant. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était de le serrer contre moi. Plusieurs morceaux du fuselage sont tombés sur des maisons qui, aussitôt, ont pris feu. Quant à la queue de l'appareil, elle a été catapultée à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'impact. Oh, hé! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
En parcourant les maisons et tout le site du crash, j'ai vécu quelque chose de vraiment irréel. Parce que je me suis retrouvé seul dans les ruines pendant environ 4 ou 5 minutes, sans apercevoir âme qui vive. Il y a des débris partout, mais pas de survivants, seulement des corps sans vie. J'avais déjà été confronté à la mort de 2 ou 3 personnes lors d'un incendie, mais jamais à celle de tous les passagers d'un avion de ligne. Bon, allez au travail, les gars. Je ne crois pas avoir retrouvé un seul corps entier. Je leur ai demandé de réunir les morceaux de corps et de les envelopper dans des couvertures de survie jaunes. Peu importait la taille, peu importait que ça soit une main ou un buste, ou une jambe ou quoi que ce soit d'autre. On a voulu agir avec respect. Mes souvenirs de l'accident sont sépia. Ils ne sont ni en noir et blanc, ni en couleur vive. Les pelouses ne sont pas vertes, les maisons ne sont pas peintes. Tout est sépia. On m'a dit que c'était la manière qu'avait mon cerveau d'accepter quelque chose d'aussi violent et horrible, et de l'adoucir un peu pour que je puisse vivre avec et y faire face. The whole corner of this neighborhood has just been torn apart. Yellow sheets mark the bodies. I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bodies right now. Oh gosh. This neighborhood has just been devastated. Au total, 16 maisons ont été touchées. La plupart sont totalement détruites. Pendant ce temps-là, à l'aéroport international de Los Angeles, Mary Wong attend patiemment son mari et ses 2 fils. Je suis allée les chercher à l'aéroport vers midi. Je me trouvais dans la zone juste après la douane. J'ai attendu. Je me disais que c'était les contrôles de douane qui prenaient tout ce temps. Puis, vers 12h20 ou 12h30, j'ai vu un homme s'approcher. Il portait un sac à dos marqué d'une croix verte. On nous a conduits vers un salon à l'étage. Dans l'ascenseur, je regardais cet homme et je me suis dit, ils sont morts. Je savais qu'ils étaient morts. Dans une cour d'école de la commune de Cerritos, les secours trouvent une autre épave, celle d'un Piper Cherokee. La verrière de l'avion a été décapitée. À bord, 3 corps sans vie, mais toujours attachés à leur siège. Il s'agit de William Kramer, sa femme et sa fille. Les 64 passagers et membres d'équipage du vol 498 ont tous été tués sur le coup, ainsi qu'une quinzaine de personnes au sol. En ajoutant les 3 occupants du Piper Cherokee, le bilan total s'élève à 82 morts. Pourquoi? Que s'est-il passé dans le ciel de Los Angeles ce matin du 31 août 1986? Le Bureau national de la sécurité des transports américains envoie aussitôt plusieurs enquêteurs sur les lieux du crash. Parmi eux, des spécialistes en facteurs humains, en contrôle aérien et en système de vol. Leur mission est de déterminer les causes de l'accident. D'emblée, les enquêteurs constatent une évidence. Ils n'ont pas un avion, mais 2 appareils au sol. Indice d'une très probable collision en plein vol.
Nous étions au courant de l'hypothèse d'une collision en plein vol dès qu'on nous a signalé l'accident, donc avant même de quitter la caserne. Des témoins avaient vu 2 avions tomber. C'est en tout cas ce qu'on nous avait dit. C'est à la lumière de cette hypothèse que l'équipe de John White commence à examiner les débris des 2 épaves. On a répertorié les éléments principaux. En observant les pièces, on a essayé d'en déduire comment l'avion, enfin, sous quel angle l'appareil avait pu entrer en collision avec le Piper. La découverte de traces d'hélices sur la queue du DC-9, ainsi que des marques de peinture du Piper Cherokee, dissipe rapidement les derniers doutes. Il semble que le Piper ait percuté la queue du DC-9, arrachant les gouvernes de direction et de profondeur. À ce moment-là, il n'était plus possible de contrôler le tangage du DC-9. Le DC-9 en descente et le Piper Cherokee en montée se sont percutés à 90 degrés. Leur vitesse cumulée dépassait les 450 km/h au moment du choc. Ils n'avaient aucune chance. Reste à comprendre pourquoi les trajectoires des 2 appareils se sont croisées. Les enquêteurs commencent d'abord par recueillir les données de l'une des 2 boîtes noires du DC-9, celle enregistrant différents paramètres, dont la position et l'altitude de l'avion. Premier constat, le DC-9 était bien sur la trajectoire assignée par le contrôle aérien de Los Angeles. En revanche, les choses sont moins claires pour le Piper Cherokee. Pour pénétrer dans la région de contrôle terminal de l'aéroport de Los Angeles, tout avion doit recevoir une autorisation et être suivi au radar par un contrôleur. Piper 4891, prêt à décoller. Même s'il habitait depuis peu la région de Los Angeles, William Kramer, le pilote du Piper, semblait bien connaître les contours de la zone réglementée. En tout cas, la carte retrouvée à bord du Cherokee indiquait très clairement les contours de cette zone. Les enquêteurs vérifient également le plan de vol de William Kramer. Une fois décollé de Torrance, l'avion devait survoler Long Beach, puis Ontario, avant de rejoindre le lac Big Bear, le tout à une altitude de 9000 pieds. À aucun moment, le pilote n'avait prévu d'entrer dans la zone de contrôle de l'aéroport. Le fait est que le Cherokee est entré dans la zone de contrôle terminal sans autorisation avant de percuter le DC-9. Pourquoi le Piper Cherokee a-t-il pris une direction inverse à sa destination pour pénétrer de surcroît dans la zone réglementée sans prévenir personne? L'autopsie du pilote met en évidence une obstruction cardiaque. Et l'enquête révèle que les maladies de cœur étaient fréquentes dans la famille Kramer. Ça va, Bill? Oui, tout va bien. William Kramer aurait-il eu une crise cardiaque en plein vol? Ceci pourrait expliquer une perte de contrôle de l'avion et l'absence de prise de contact avec le contrôle aérien de Los Angeles. De nouveaux prélèvements des tissus cardiaques sont réalisés et expédiés à l'Institut des pathologies des forces armées. Il était tout à fait possible qu'il ait fait une crise cardiaque et qu'en perdant connaissance, il ait fait monter l'avion. Ce qui expliquerait qu'il n'ait pas essayé d'éviter le DC-9. Mais au-delà des raisons pour lesquelles le Piper Cherokee a pénétré dans la zone contrôlée, il y a un autre mystère. Pourquoi le contrôleur aérien ne l'a-t-il pas détecté? En théorie, il aurait dû apparaître sur son écran radar. Avant de subir un premier interrogatoire, Walter White réécoute attentivement l'enregistrement des échanges radio. Il veut être certain des mots qu'il a prononcés ou qu'il a entendus. Richard Wentworth est un des enquêteurs qui ont interrogé le jeune contrôleur. Avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre écran radar? Non. Non, monsieur. La cible du Piper n'était pas affichée. Il n'apparaissait pas sur mon écran radar.
Il en était absolument sûr. L'appareil n'était pas visible. Mais les investigateurs du NTSB sont sceptiques. Ils demandent un dépouillement des enregistrements du radar, alors que tombent les résultats des analyses des tissus cardiaques de William Kramer. Ah, oui, c'est bien la 405. Ça va, Bill? Oui, tout va bien. Et ils sont négatifs. Le pilote du Cherokee n'a pas été victime d'une crise cardiaque. Alors, que s'est-il passé? Il savait que l'entrée dans la zone réglementée était interdite, sans autorisation et prise en charge du contrôle aérien. Et s'il s'était perdu et avait pénétré dans la zone sans s'en apercevoir? William Kramer était un pilote privé formé au vol à vue. En clair, la navigation se fait certes avec quelques instruments, mais surtout à travers les repères du paysage. Ah, oui, c'est bien la 405. Et le repère, il est où déjà? Juste là. John Andrews est un spécialiste aéronautique qui a travaillé sur le drame de Cerritos. Le pilote du Piper naviguait en s'aidant des éléments du paysage. Il a certainement essayé de longer une autoroute. Et puis, à un moment donné, il s'est trompé et a suivi la mauvaise autoroute. Dans l'enchevêtrement des autoroutes de Los Angeles, se repérer à l'une d'entre elles est loin d'être simple. Une erreur d'estimation a pu faire pénétrer le Piper par inadvertance dans la zone contrôlée. Il n'y a pas de ligne au sol qui délimite le début de la région de contrôle terminal. On est obligé de piloter avec une carte, à condition de savoir la lire. Selon toute vraisemblance, William Kramer s'est tout simplement perdu dans le ciel de Los Angeles. C'est en tout cas l'hypothèse que retiennent les enquêteurs. Alors le pilote privé serait-il le seul responsable? Après étude approfondie des enregistrements du radar de contrôle, les enquêteurs se persuadent du contraire. Pour eux, le petit avion est bel et bien apparu sur l'écran radar du contrôleur. On a réussi à prouver que l'avion qui avait percuté le vol 498 était visible sur l'écran radar. Mais si l'étiquette de l'avion s'est affichée sur l'écran, pourquoi le contrôleur n'a-t-il pas réagi? Revenons juste avant le drame. Walter remplace son collègue, Carl Grundman, à la gestion des arrivées. Salut Carl, c'est comment aujourd'hui? Hey, calme. Carl, lui, est persuadé que la défaillance est d'origine technique. Une cigarette? Je peux te remplacer? Depuis longtemps, les contrôleurs se plaignaient des radars. Pourquoi pas? Merci. Nous avions déjà signalé plusieurs cas où les radars n'avaient pas affiché les cibles. Un radar émet un signal qui, en se réfléchissant sur un objet, renvoie un écho qui apparaît sur l'écran. Mais si un obstacle vient perturber le retour de l'écho, l'écran peut alors rester désespérément vide. On peut perdre une cible, ou même deux. La cible peut très bien n'apparaître sur aucun balayage. Avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre écran radar? Non, monsieur. Mais ça ne veut pas dire que la cible n'est pas là. Les angles morts ne durent qu'un instant. Ils ne sont pas continus. J'en ai perdu un. Il y avait aussi des trous de couverture parce que le radar était trop vieux. Il n'était plus aussi précis qu'il aurait dû l'être. Ce n'était pas un équipement de pointe, c'est le moins qu'on puisse dire. Si l'ordinateur sature, il peut se produire ce qu'on appelle un scintillement. L'écran scintille de temps en temps et certaines cibles disparaissent. Mais nous, on a analysé les données du radar. Rien ne nous indique que le système radar de Los Angeles ait été défaillant. De toute manière, il n'existe que deux hypothèses. Soit l'avion n'est pas apparu sur l'écran, soit le contrôleur ne l'a pas vu parce que son attention était concentrée sur autre chose. Les enquêteurs s'intéressent alors à l'autre petit avion, le Grumman Tiger. Au moment où il a pris contact avec Walter White, l'avion était déjà dans la zone de contrôle terminal. Il était en infraction puisque la zone est interdite d'accès sans autorisation préalable.
Los Angeles approche de 66 Romeo, vol en provenance de Fullerton. Altitude de croisière de 4500, demande un suivi radar. Grumman 66 Romeo, êtes-vous actuellement à 4500? Négatif, nous sommes à 3400 en montée. Vous êtes en plein milieu de la région de contrôle terminal. Il y avait un avion à l'est de l'aéroport, dans la région de contrôle terminal. C'est ce qu'on appelle un intrus. Grumman 66 Romeo, je vous conseille à l'avenir de mieux regarder vos cartes. Un avion vient de vous dépasser sur la gauche. Le problème, c'est que la conversation entre le contrôleur et le pilote du Grumman a duré trop longtemps. Pourquoi étiez-vous si accaparé par le Grumman? J'ai cru qu'il représentait un risque. C'est arrivé à un moment critique où les deux appareils, c'est-à-dire le vol Aéromexico et le Piper Cherokee, convergeaient au sud-ouest sur son écran. Donc le signal du Piper a bien pu apparaître sans que le contrôleur ne s'en aperçoive. De plus, les informations affichées sur l'écran ne permettaient pas de détecter une collision certaine. En effet, le signal radar de base ne détermine que la position de l'avion. Un deuxième appareil, appelé un transpondeur et installé à bord de l'avion, permet lui d'afficher en plus la vitesse et l'altitude. Seulement, comme souvent à l'époque dans l'aviation de tourisme, le Piper Cherokee n'était équipé que d'un transpondeur basique, qui lui ne transmettait pas l'altitude. Les contrôleurs avaient l'habitude de voir des petits triangles traverser l'écran. Ils représentaient les avions en VFR, c'est-à-dire en vol à vue, sans information d'altitude. À moins qu'il ne soit contacté par le pilote, il considérait donc que l'avion n'entrerait pas dans la région de contrôle. Émettez sur 4524 et sortez de la région du contrôle terminal. Entre le manque d'attention du contrôleur et les défaillances d'un système radar vieillissant, les enquêteurs comprennent mieux pourquoi personne n'a prévenu le DC-9 du risque de collision avec le Piper Cherokee. Trouve des éléments du paysage qui nous serviront de repère, tu veux? Malgré tout, il demeure encore une question. Les enregistrements radars sont formels. À aucun moment, un des deux avions n'a tenté d'éviter l'autre. Les deux trajectoires sont parfaitement rectilignes. Pourquoi? Comment expliquer que les pilotes ne se soient pas vus alors que leur trajectoire était convergente? Oui, c'est bien la 405. Et le repère, il est où déjà? Et ce, dans un ciel totalement dégagé, avec une visibilité supérieure à 20 km. Pour chercher un élément de réponse, les enquêteurs se repenchent alors sur l'enregistreur des conversations dans le poste du vol Aéromexico. Los Angeles approche, bonjour. Mais l'équipage utilisait sa radio en position haut-parleur et non pas au casque. Wing West 5225 de Los Angeles approche. Départ Résultat, le son de la radio rend inaudibles les dialogues entre les pilotes. Donc malheureusement, les investigateurs n'en apprennent pas plus. Réduisez votre vitesse à 200, puis descendez et maintenez 6000. Ils constatent simplement que d'après les relevés radars, les deux appareils ont dû se trouver dans le champ visuel de l'autre durant plus d'1 minute avant la collision. Les pilotes d'Aéromexico auraient pu voir le petit avion très lent presque devant eux. De même, William Kramer, en tournant la tête à droite, aurait pu découvrir le DC-9 lui fonçant dessus. Ça ne correspond pas à la carte. Or, aucun des trois pilotes n'a réagi pour éviter la collision. Pour les enquêteurs, au moment du drame, William Kramer était perdu et devait chercher des repères au sol en regardant instinctivement par la fenêtre côté pilote, c'est-à-dire à gauche, alors que le DC-9 arrivait par la droite. Ça, c'est l'autoroute. Non, ce n'est pas par là. Non, ce qu'il me faut, c'est un repère visuel. C'est ce que je t'ai demandé. Ils ont joué de malchance parce que le DC-9 arrivait du côté droit. Donc, il n'était visible qu'à travers la fenêtre passager qui se trouve, elle, du côté droit de l'appareil. Quant à l'équipage du DC-9, il a pu ne pas distinguer le Piper Cherokee, de par sa petite taille et sa faible vitesse.
Dans certains cas, quand un petit avion se rapproche très rapidement, au moment où il devient suffisamment gros pour être visible, il est déjà trop tard pour éviter la collision. L'aviation civile américaine a constaté qu'en règle générale, on disposait d'environ 12 secondes pour voir un avion, décider s'il représentait une menace, puis exécuter une manœuvre d'évitement. Dans le cas de la collision de Cerritos, au moment où le Cherokee est devenu suffisamment visible, ces 12 secondes s'étaient déjà écoulées. Dans de nombreux cas de collision en l'air, on constate que les avions ne s'étaient pas vus avant de se percuter. La conception même du pare-brise du DC-9 a pu aussi contribuer au drame. Hey, Maria. Il se peut que pendant la phase d'approche, l'avion se trouvait derrière le montant central pour au moins l'un des deux pilotes. À moins que le pilote n'ait penché la tête d'un côté puis de l'autre pour mieux voir. Et encore aurait-il fallu qu'il ait une raison de le faire. Il se peut que l'avion soit resté caché au moment où l'autre avion avait une chance de l'apercevoir. Allumage du moteur. L'accident de Cerritos a mis en lumière plusieurs failles dans les systèmes du contrôle aérien. Et puisque les pilotes de deux avions aux trajectoires convergentes ne peuvent pas toujours se voir et s'éviter, les autorités ont décidé de mettre en place un certain nombre de mesures. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, prend rapidement plusieurs décisions. Elle impose tout d'abord aux avions de tourisme un nouveau transpondeur affichant l'altitude et permettant une identification plus facile pour les contrôleurs aériens. Si un avion vole dans la région de contrôle terminal, il doit être équipé d'un transpondeur et d'un encodeur d'altitude. Ainsi, on sait immédiatement et sans erreur possible si c'est un intrus ou non. Les radars sont également équipés en cas d'intrusion d'un nouveau système d'alerte, baptisé Mode C. Le mode C est un programme automatique qui est aujourd'hui intégré dans tous nos équipements radars. Si un avion entre par inadvertance dans la région surveillée, le contrôleur reçoit une alerte visuelle et sonore qui lui permet d'avertir le pilote à temps. Contrôle de position. Ceinture de sécurité. Mais surtout, pour pallier un défaut d'observation des équipages, la FAA impose un nouvel appareil à bord de tous les avions de ligne. Une évolution très importante en termes de sécurité aérienne. L'innovation majeure qui fait suite au drame de Cerritos, c'est le mandat du Congrès qui impose à tous les avions de ligne qui circulent aux États-Unis d'être équipés d'un système d'alerte de trafic et d'évitement de collision, ou TICAS. John Andrews a participé à la conception du TICAS. Le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision qui était en cours de développement aurait pu éviter la catastrophe. Le TICAS émet un avertissement 45 secondes avant la collision potentielle. Hey, Maria, tout va bien en cabine? Puis, environ 35 secondes avant l'impact potentiel, une alarme indique au pilote qu'il est temps de monter ou de descendre pour éviter l'altitude de l'autre appareil. Aujourd'hui, le TICAS est obligatoire pour tous les avions de ligne, et ce, dans le monde entier. Le pilote du Grumman Tiger, qui en détournant l'attention du contrôleur a involontairement joué un rôle dans le drame, a été inculpé pour avoir pénétré sans autorisation un espace aérien contrôlé. Quant au jeune contrôleur, Walter White, il ne s'est jamais remis de ce 31 août 1986. Walter est revenu travailler au contrôle d'approche. Un mois après, je crois. Je ne sais pas exactement combien de temps il est resté, mais ça n'a pas duré longtemps. Il s'est levé et il a dit « Non, non, merci ». À ce que je sais, il n'a plus repris son poste de contrôleur.
Les radars de l'aéroport de Los Angeles ont été modernisés dans l'année qui a suivi l'accident. À Cerritos, un mémorial rend hommage aux 82 victimes. Mary Wong s'est remariée, mais jamais elle n'oubliera la terrible douleur d'avoir perdu en une seconde presque toute sa famille. Il n'y avait plus rien ici. La maison était vide. Derek vivait déjà dans son appartement à San Diego. Moi, j'étais seule ici. Je n'étais plus ni une mère, sauf pour Derek, ni une épouse. Ma vie s'est écroulée. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, Mary a rencontré les autres familles de victimes. Je suis allée à la cérémonie commémorative. C'était très important pour moi de rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi. J'avais appris dans la presse que Teresa avait perdu son mari et 2 enfants. Dans la foule, j'ai remarqué une femme et j'ai pensé que c'était elle. Elle m'a demandé si j'étais Teresa Estrada. Je lui ai répondu que oui. Elle m'a dit « Je m'appelle Mary Wong » et... Je lui ai dit que j'avais perdu mon mari et mes enfants. Et j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, tellement elle ressentait exactement la même chose que moi. Le courant est tout de suite passé entre nous, et ça fait 20 ans que nous sommes amis. Pour les 2 femmes, comme pour les autres familles de victimes, la seule consolation tient à l'amélioration de la sécurité aérienne à la suite de la catastrophe. Depuis l'installation obligatoire des TICAS sur les avions, les États-Unis n'ont enregistré aucune collision en plein vol entre 2 appareils.